présenter un autre membre de l'équipe de santé publique, M. Lidvac, qui est en fait un des grands responsables de la stratégie qu'on va présenter aujourd'hui, la stratégie régionale de niveau d'alerte. Alors, on trouvait important que les gens prennent contact une première fois avec M. Lidvac. Alors, je pense que vous le savez, on se prépare depuis plusieurs mois en prévision de la deuxième vague. Aujourd'hui, on va vous présenter un outil qui va non seulement guider nos actions, mais nos décisions dans les prochains mois. Je parle d'un système d'alerte qu'on va appeler un système d'alerte régional et d'intervention à 4 paliers. Je pense que la plupart des journalistes ont pu en prendre connaissance là, dans la dernière minute, la dernière demi-heure. Notre gouvernement veut, je veux qu'on atteigne 2 objectifs avec ça, qui sont pour moi et pour notre gouvernement très importants. Ce qu'on entend depuis la première vague, c'est que les gens veulent avoir une meilleure prévisibilité. Être capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, on a déconfiné rapidement, on a confiné rapidement, déconfiné, mais c'était difficile d'avoir une prévisibilité. Fait que ça, c'est le premier point. Mon deuxième objectif, c'est d'être capable d'aider la population à se responsabiliser dans ce contexte de pandémie. Donc, je résume, responsabilisation puis prévisibilité. Il n'y a personne, en fait, qui veut retourner à un confinement comme celui qu'on a eu au printemps dernier. Bon. J'espère que... Oui, ça va. J'espère que les gens à la télé peuvent suivre j'allais dire les acétates, ça trahit mon âge. OK. Le système d'alerte régional qui a été développé est un système d'alerte qui va permettre à la population, comme je l'ai dit, de nous suivre, mais aussi, pas juste à la population, mais aux entreprises, parce que on l'a vu, il y a eu des impacts économiques, il y a eu des impacts sur notre système de santé. Donc, encore une fois, la question de prévisibilité est importante. Puis, ce que vous voyez à l'écran ici en ce moment, c'est qu'on part du principe que les consignes de base que vous voyez, là, même s'il y a bien des gens qui n'aiment pas l'expression, c'est notre nouvelle normalité. On est parti d'une normalité, notre vraie vie, là, il y a 6 mois, c'est loin, là, mais on était là. Il y a eu un confinement important, massif en quelques jours, quelques semaines. Et au cours de l'été, on a remonté. C'est la courbe orange que vous voyez. Alors, la nouvelle normalité, je pense qu'on a réussi à gagner, même si elle ne fait pas notre bonheur. C'est vraiment là qu'on est dans cette nouvelle normalité-là, avec, vous le voyez dans la deuxième phase, des hauts et des bas qu'on voit là, ce que le docteur Arruda appelle les vaguelettes. Hein? Bon. Par contre, on sait que le virus, son évolution, ne se fait pas partout de la même façon. Et que, malheureusement, le respect des consignes sanitaires ne sont pas suivis dans toutes les régions de la même façon. Puis ça, c'est vraiment important qu'on revienne là-dessus. Donc, je vais aller à notre deuxième graphique. Le système d'alerte qui a été développé par la santé publique il y a quelques mois, donc, et on y travaille depuis plusieurs semaines. Vous verrez tout à l'heure quelques conclusions. On l'a appelé un système à 4 paliers, justement, pour être capable d'avoir de la prévisibilité. 4 paliers, la vigilance où on est présentement dans la plupart des régions, palier vert, la préalerte, que vous voyez, le palier jaune, l'alerte modérée, le palier orange, ça commence à être un petit peu plus très sérieux, puis l'alerte maximale où on ne veut vraiment pas aller. Puis c'est un peu comme je vous avais expliqué la semaine dernière, le même que pour les systèmes de feux de forêt, là, une progression. Bon. Le deuxième palier, pour moi, c'est un premier signal d'alarme. Ça veut dire qu'en fait, que la transmission commence à s'accroître, puis qu'il va falloir redoubler d'efforts. Vous allez le voir tout à l'heure, on a déjà des régions qui sont dans le jaune. Malheureux, là, mais c'est notre réalité aujourd'hui. Puis les paliers 3 et 4, soit orange et rouge, bien, c'est une intensification progressive. Puis tout à l'heure, Dr Arruda et Dr Lidvac pourront répondre plus spécifiquement à ce que ça veut dire. Bon. Un autre graphique. Bon, je vous ai parlé des 3 paliers. Maintenant, parlons des critères. Il y a plusieurs facteurs qui vont nous permettre de suivre l'évolution
la pandémie, puis on va être très transparent de la façon dont on va le faire avec les gens. Pour qu'une région qui passe d'un palier à l'autre, voici ce qu'on va regarder. Bon, premièrement, la situation qu'on appelle épidémiologique. Le contrôle de la transmission, c'est le deuxième palier, le deuxième niveau, le deuxième critère. Puis le troisième, c'est la capacité du système de soins. Bon. Il y a aussi, puis ça c'est très important, c'est pas si c'était dans un ordinateur pour qu'on pouvait mettre nos données, ça serait plus facile, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il va y avoir des analyses qualitatives qui viennent compléter ces indicateurs-là. Parce que 3 critères, c'est bon, mais je pense qu'il y a des situations qui sont propres qu'on pourra discuter tout à l'heure. Donc, en fait, je résume, on a donc une multitude de facteurs, que nous allons interpréter en fonction des enquêtes qui se font sur le terrain. Je veux insister ici sur un point. Ce que je présente, c'est nos critères de base qui nous permettent de voir les choses arriver, de mieux voir les tendances. Et c'est pour ça que dans le milieu du graphique, vous voyez autant des tendances à la hausse comme à la baisse. Puis, rappelez-vous, quand il y a quelques semaines, on a commencé à vous parler du fameux nombre de cas par million, bien, c'était de dire quelle est la tendance qui se passe par rapport à ça. Les gens, les journalistes l'ont très bien suivi, mais c'est un des nombreux facteurs qu'on va suivre dans les tendances. Maintenant, je le répète, ça va envoyer des messages très clairs aux gens qui nous suivent de prévisibilité. Et ça, pour moi, c'est important. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'une approche qui est par palier? Si on passe du vert au jaune, soit ce qu'on appelle en mode pré-alerte, on pourrait avoir, par exemple, comme mesure supplémentaire, d'augmenter le contrôle de l'accès dans certains lieux publics. À partir du palier orange, on pourrait réduire le nombre de personnes dans les rassemblements privés. Je pense que ça, c'est évident. Au palier rouge, encore plus drastique, des mesures maximales pourraient être prises, par exemple, pour freiner la transmission. Je vous montre aussi, pas tout de suite, je pense qu'on pourrait faire cesser de façon permanente. Puis là, je vais prendre un risque de revenir ici. Attendez une minute. Je vais essayer quelque chose. Ici. Si vous voyez dans le bas de ce graphique-là, pour moi, c'est important. Parce que les mesures qu'on a annoncées, lorsque je vous disais qu'on était dans notre nouvelle normalité, il peut y avoir, vous voyez en bas, là, des ajustements de mesures additionnelles qu'on pourrait, au fur et à mesure, même si on reste dans le vert, d'ajuster certaines mesures. Je donnerai des exemples tout à l'heure, ou on peut aussi avoir des mesures temporaires. Alors ça, pour moi, c'est important de le mentionner. J'avais peut-être oublié de le faire tout à l'heure. Bon, maintenant. Ça, c'est important. Puis ça, c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, le modèle que le docteur Lidvac a développé avec la santé publique, avec toute l'équipe du docteur Arruda, on le teste depuis plusieurs semaines. Puis vous pouvez voir, je vais aller à la conclusion tout de suite, vous voyez qu'on parle ici de certaines régions qui ont déjà été dans le jaune. On peut penser à Montréal, on peut penser à la Naudière. Là, je regarde le graphique en même temps que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au cours des dernières semaines, il y a eu des évolutions positives. Ça, c'est important, puis on pourra y revenir si vous voulez que je le remette à l'écran plus tard. Mais aujourd'hui, puis là, on y va par semaine. Si on regarde la semaine qui s'est terminée le samedi, toutes nos statistiques qui deviennent de plus en plus publiques sont toujours du dimanche au samedi. Alors, la semaine que vous voyez là, qui s'est terminée le 5 septembre, on a 4 régions du Québec qui sont dans le jaune, à savoir la capitale nationale, l'Estrie, l'Outaouais et Laval. Bon. Si on le regarde sur une carte, c'est encore plus évident que c'est plus maintenant uniquement à Montréal, mais que c'est partout au Québec. Et c'est ça qu'il faut empêcher de faire, et ça sera mis à jour toutes les fois. J'aimerais parler ici rapidement aux élus municipaux, avec qui on a parlé beaucoup dans les derniers jours pour les avertir de ce qui allait arriver, puis du plan qu'on préparait, qu'on présentait aujourd'hui.
Il y a eu beaucoup de collaboration, puis je vais prendre une petite pause ici, là. Il y a eu beaucoup de collaboration entre les santé publiques régionales dans la première vague, de parler soit avec les PDG des SUS et des CIS, entre les autorités régionales et les élus municipaux. À la lumière de où on est en ce moment, je pense qu'il faut reprendre ces discussions-là avec les santé publiques régionales pour leur expliquer. Moi, si je suis le maire de Laval ce matin ou le maire de l'Outaouais, ces élus-là municipaux vont être pris en contact dans les prochaines heures avec les santé publiques régionales pour leur expliquer en détail le modèle, puis pour dire bien, comment on pourrait faire pour revenir dans le vert, quels sont nos leviers, etc. Je n'irai pas trop dans le détail avec ça, mais c'est une demande qu'on a eue, j'en ai parlé beaucoup avec le docteur Arruda puis avec M. Lidvac. Ça va se faire dans les prochaines heures pour être certain d'être capable de l'expliquer. En conclusion, ceux qui en douteraient, là, le virus, il est vraiment là. Le virus est vraiment encore présent. La contamination, elle est communautaire. Et parce qu'elle est communautaire, elle se propage dans nos milieux de vie et dans nos milieux de soins, jusque dans nos écoles. Je le répète, la contamination, elle est communautaire. Cette contamination-là communautaire a un impact sur nos milieux de vie, sur nos milieux de soins et sur nos écoles. Alors, le gouvernement, on s'est concentré à sécuriser nos milieux de vie, nos hôpitaux, nos écoles, pour qu'on prenne une vie plus normale. Maintenant, par contre, les Québécois, nous sommes chacun responsables de nos actes pour que le virus se propage le moins possible. Et ça, pour moi, c'est important. Tout à l'heure, j'ai parlé de visibilité, et là, je reviens sur la responsabilité. C'est la responsabilité qui est importante ici. Parce que dans le fond, c'est gagnant-gagnant. En restant dans le vert, en respectant les consignes sanitaires, on empêche le virus de s'infiltrer dans nos écoles, dans nos milieux de vie, et on protège aussi notre système de santé, on le sait, qui a été fragilisé. Mais en plus, on s'assure de pouvoir continuer nos activités avec une certaine normalité. Pour moi, la solution, elle est simple, et dans chacune des régions, la solution est entre nos mains, puis je ne ferai pas de mauvais jeu de mots en disant qu'il ne faut pas s'en laver les mains. Il faut justement continuer à se laver les mains. Tous les Québécois ont le pouvoir, et ça je veux le dire très doucement, tous les Québécois aujourd'hui, avec l'analyse qu'on vient de faire, ont le pouvoir de combattre le virus et chacun peut faire la différence. Merci beaucoup.